Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé où les identités et les appartenances, loin de nous rapprocher, semblent parfois nous diviser davantage. Malgré tout, certaines voix s'élèvent pour tenter de comprendre, d'apaiser et de construire des ponts de bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles de Sarah Barouk et de ses œuvres-là. Un roman qui, en ce jour de commémoration de l'attentat de l'Hypercacher du 9 janvier 2015, explore les fractures de notre société. Celles qui opposent donc, qui enferment, qui assignent. À travers des destins entremêlés, ce livre interroge sur ce que signifie être juif, mais aussi être musulman, être femme ou être migrant dans un monde marqué par les attentats, la radicalisation, mais aussi, et on l'espère toujours, le dialogue. Sarah Barouk, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc l'autrice de ce récit que j'ai trouvé bouleversant. On vous connaît pour votre parcours de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous-même, vous avez été victime de violences conjugales. Vous avez sorti l'an dernier Vivante, on en avait parlé, et vous avez publié l'ouvrage collectif 125 et des milliers, paru en 2023 aux éditions HarperCollins. C'était une nécessité pour vous, justement, d'écrire ce roman un peu plus d'un an après les massacres du Hamas du 7 octobre? En réalité, j'ai eu l'idée de ce livre lors des de la marche républicaine du 11 janvier 2015, où je voyais tous ces manifestants bouleversés. Alors, plus pour Charlie, d'après ce qu'ils affichaient, que pour l'Hypercacher. J'ai été extrêmement émue de voir autant de monde, et en même temps, j'ai été habitée par un sentiment de solitude extrême, de me dire que 3 ans avant, pour Ozar Hatorah, on était 300 juifs dans les rues. C'est ça. Et je les voyais avec ces petits drapeaux français. Et je me disais, mais est-ce qu'ils se rendent compte que ce qu'ils pensent dénoncer en brandissant ce drapeau, finalement, c'est l'exact contraire de ce qui se passe, c'est-à-dire que probablement cet objet, il a été fabriqué par une Pakistanaise dans une usine textile à l'autre bout du monde, qui est probablement mariée mineure, acheminée par un fret qui amène aussi des armes, et c'est probablement celles qui ont tué lors de Charlie, acheté à un migrant dans la rue qui a fui aussi le totalitarisme. Tout est lié. Tout est lié en fait, Ouais. et symbolisé dans ce petit objet. Et alors, ce roman commence par un récit plutôt entre vous et votre psychiatre sur justement le traumatisme des attentats, de ce qu'on a vécu après. C'était important pour vous de l'écrire, de le mettre en lumière? Tout à fait, parce que en 2015, j'ai pas osé écrire ce livre. Et puis, il était resté en moi. J'avais toujours cette idée. Et évidemment, le 7 octobre a tout bouleversé, mais parce que nos vies ont été bouleversées. Parce que je suis passée d'une militante féministe, connectée un petit peu à toutes les associations, à celle qui est dénoncée, qui est traitée d'islamophobe parce que je dénonce le Hamas. Enfin, mon monde, tout ce que j'avais essayé d'échafauder s'est effondré. Et donc, j'ai eu envie de donner ma vision des choses. Alors, votre parcours en tant que femme française et juive se reflète, Sarah, dans le personnage de Jeanne, psychiatre, en quête de sens et d'identité. C'est une femme confrontée aussi à ses propres fragilités. Vous avez mis beaucoup de vous, on a l'impression, dans ce personnage. C'est un roman très autobiographique, en tout cas pour le personnage de Jeanne. Et puis, toutes les personnages qui ne sont pas autobiographiques, je raconterai dans un deuxième tome à quel point, en fait, soit je les ai rencontrés, soit c'est fondé sur des faits réels, en fait. Ouais. Tout ce livre est inspiré de faits réels. Soit il y a un article qui a déclenché ça, soit j'ai rencontré la personne. Mais c'est aussi un moyen de garder une distance, finalement, de parler d'autres personnages pour parler un petit peu de soi. C'est une forme de thérapie. Évidemment. Et puis, Jeanne, c'est typiquement mon parcours par rapport à Israël et par rapport au judaïsme en France, parce que Jeanne, c'est une jeune femme qui ne supportait plus, après la seconde intifada, d'être en France, parce qu'on a l'impression que c'est nouveau, l'antisémitisme. Moi, je l'ai toujours connu. La première fois que j'ai dû changer d'école en cours d'année, j'avais 13 ans. Donc, À cause de l'antisémitisme. À cause de l'antisémitisme, parce que je me suis fait frapper parce que j'étais juive. Donc, c'est pas nouveau, en fait. Et donc, Jeanne, au moment de la deuxième intifada, en a marre, part vivre en Israël, sauf qu'il y a bientôt la deuxième guerre du Liban. Elle est témoin d'un attentat, elle est blessée dans cet attentat et elle supporte plus cette violence. Elle rentre en France, elle essaye de mettre tout ça sur le tapis, sauf qu'il y a Charlie et l'Hypercacher, et que là, c'est son monde intérieur qui éclate. Et c'est intéressant parce que vous donnez à Jeanne la profession, donc on l'a dit, de psychiatre. C'est une profession à la fois qui demande la compréhension des autres, mais aussi on a le sentiment qu'elle a besoin de soigner ses propres blessures qu'elle voit à travers ses patients. Je pense qu'elle se sent moins seule à voir des gens qui sont cliniquement un peu fous, un peu borderline, et puis écouter les autres, c'est éviter de s'écouter soi-même. Sauf quand ces autres-là touchent précisément le point qu'il ne faut pas toucher en vous.
La famille de Jeanne, d'ailleurs, est marquée par des tensions, notamment liées à l'identité et au non-dit. Alors, il y a beaucoup... Finalement, on sent que c'est un livre aussi très marqué par la recherche de son identité juive. C'est aussi quelque chose que vous recherchez encore, que vous essayez de comprendre encore? J'essaye de comprendre et surtout de faire comprendre à quel point l'antisémitisme, d'ailleurs je n'aime pas ce mot, je préfère dire la haine anti-juive, Ouais. c'est pas une idée en fait, ça se manifeste par des faits. Dans De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, je raconte d'ailleurs que peu après les attentats de Charlie, il y a eu des tombes au cimetière de Pantin qui ont été profanées. Ça avait fait l'objet d'un simple communiqué de quelques lignes, sauf que chez mon père, ça a déclenché le besoin de déterrer ses parents et de les renvoyer en Israël, et enfin de les réenterrer en Israël. Et on ne sait pas toujours à quel point c'est une formalité extrêmement violente, c'est-à-dire qu'il faut descendre soi-même chercher les os pour qu'il n'en reste plus en France. Oui. Et vous le dites, c'est difficile d'ailleurs de faire la différence entre des cailloux qui se trouvent dans la terre Oui. et les os d'un être humain. Ah ben moi, mon père me l'a dit en rigolant. Il fait bon bah toi, tu vois, je savais pas si c'était un reste du fémur ou si c'était. Et je me dis mais est-ce que les gens se rendent compte de ce qui nous est imposé? C'est-à-dire que mon père est descendu dans la tombe de ses parents qui étaient morts 30 ans plus tôt à la recherche des os pour que leur sépulture soit sécurisée. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se rend compte de cette violence, de ce que c'est que d'être juif? Et voilà, c'est pas juste se prendre une insulte, c'est en être à avoir tellement peur que nos ancêtres soient souillés qu'on descend dans des tombes chercher des morceaux d'os. Et d'ailleurs, vous racontez cette anecdote, à un moment, Jeanne, qui participe à la manifestation du 11 janvier 2015, qui voit des manifestants avec des drapeaux palestiniens en train de crier From the river to the sea, Palestine will be free, et qui se met qui commence à faire une crise en fait de panique, d'angoisse, parce qu'elle se dit ils veulent me tuer. Voilà, et ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer qu'en fait, elle ne se fait pas frapper par des manifestants qui scandent Palestine will be free. Sauf qu'elle est à la manifestation pour Charlie, que c'est censé être un truc pour la paix, et qu'elle a tous ces gens qui lui renvoient ce par quoi elle est passée, parce qu'avant d'être psychiatre en France, elle a été psychiatre pour l'armée, et qu'elle a dû prendre en charge des militaires de Tsahal qui revenaient du Liban. Et elle sait de quoi il s'agit pour les Israéliens. Donc quand elle voit ces gens qui finalement nient la souffrance aussi des civils et des militaires israéliens, pour elle, c'est pire qu'un coup en fait. À travers le personnage de Clémence, c'est intéressant également parce que vous parliez, Sarah, des insultes que vous subissez malheureusement depuis des mois maintenant, depuis les massacres du Hamas. Clémence, donc ce personnage bénévole à Médecins sans frontières, féministe, intersectionnelle, très pro-palestinienne, blanche, de bonne famille, bien lotie. Et justement, c'est intéressant parce que vous mettez finalement un peu en lumière ce qu'on a vu, ces personnes qui ne connaissent rien à la situation au Proche-Orient et qui pourtant ont un avis très tranché sur le conflit israélo-palestinien, qui ont aussi refusé de condamner les viols des Israéliennes par le Hamas. Et pas que le conflit israélo-palestinien. Enfin, je veux dire, je les vois pas très actifs sur la situation en Iran. Je les vois pas très actifs sur ce qui se passe en Afghanistan. Enfin, je veux dire, c'est facile pour eux. C'est facile puisqu'en fait, ils ont des connexions là-bas. En Afghanistan, ils ont personne. Et ils ont une idéologie. Enfin, je veux dire, quand il y a 50 fois plus de posts dénonçant la situation à Gaza sur le compte Instagram de Médecins sans frontières que pour n'importe quel autre conflit dans le monde, c'est une idéologie en fait. Il n'y a rien de concret. Puis jamais un mot pour les blessés, les mutilés, les déplacés israéliens. Et pourtant, c'est un fait, ils existent. Il y a une méconnaissance, finalement, aussi. Alors, pas que du conflit. C'est pire qu'une méconnaissance, il y a une envie de ne pas connaître. Parce que vous écrivez, ils imaginaient un état de grands blonds à la peau claire débarquer là presque par hasard. Donc, vous parlez d'Israël. Mais moi, on m'a traité de suprémaciste blanche. En fait, je me suis inspirée de messages que j'ai reçus, évidemment, de militants qui m'ont insulté, c'est ce que je dis à la fin, où j'ai eu des conversations lunaires. Ce pays d'extrême droite, de suprémacistes blancs, ils savent même pas ce que ça veut dire Mizrahi. Ils savent pas qu'Israël est composé à 75% de Mizrahi, justement. Enfin, c'est hallucinant, en fait. La violence contre les femmes, c'est important aussi. Sarah, on en parlait, vous l'explorez à travers plusieurs destins dans ce roman. Encore une référence d'ailleurs à votre propre histoire, parce que vous dénoncez ce fléau qui sévit encore dans certains pays musulmans, les crimes d'honneur. Avec l'histoire terrible que vous contez, le viol de Rima, une jeune fille de 14 ans mariée de force à un homme de 37 ans. Oui, c'est monnaie courante dans ces pays, mais en réalité, quand on regarde le livre avec un peu de recul,
toutes les histoires montrent que, au final, les femmes sont plus impactées que les hommes, et même les personnages féminins. Parce que Jin, qui est chinois, qui est dans le fret maritime, son rêve à lui, c'est d'acheter une maison en Grèce pour faire venir ses parents et rapatrier la sépulture de sa petite sœur. Parce qu'il y a toujours eu la politique de l'enfant unique, avec des scènes terribles où on tuait dans les jardins les bébés filles avec des pelles ou avec des marteaux. Pareil, Isaïas, qui a fui l'Érythrée, il n'a pas pu emmener sa mère parce qu'elle avait très très peur de devoir pratiquer des excisions qui sont pratiquées par les femmes, de devoir subir ce que subissent les femmes lors des parcours migratoires, etc. Donc même en réalité, les personnages masculins dénoncent aussi des violences faites aux femmes. Les femmes sont toujours en première ligne, en fait, c'est ce que vous dites. Toujours. Vous abordez par ailleurs la manière dont les identités, qu'elles soient religieuses ou culturelles, peuvent enfermer, nous assigner finalement. Et vous cherchez à sortir justement les personnages de leurs propres croyances et identités. C'était important de créer ce dialogue via différents personnages, Jeanne et Nawal. Jeanne qui rencontre aussi donc ce fameux Isaïas lors de la manifestation. C'est en fait... Je suis profondément... Alors, je sais que pour beaucoup de juifs aujourd'hui et d'israéliens, le mot paix est difficile à entendre. Et je pense que c'est important de le dire et de le comprendre. En revanche, je pense qu'on peut essayer de parler d'apaisement. Parce que dans l'apaisement, ça veut dire avoir moins mal. On peut parler de normalisation de relations. Et pour cela, il faut, comme le disait Badinter, traduire les faits dans leur vérité humaine. Parce qu'on peut être très en colère après une idéologie, on peut être très en colère après ce qu'on projette de notre propre souffrance sur les autres. En revanche, quand on a accès à l'humanité de l'autre en face, quand on a accès à ses souffrances, à ses peurs, eh bien, marcher côte à côte est possible. On n'est pas obligé de se faire des bisous, mais on peut marcher côte à côte. Et vous écrivez la nuance effraie. C'est aussi ça c'est aussi la clé, j'ai l'impression, et on le voit dans tous les conflits. Mais la violence effraie, la question effraie. Les gens sont toujours à la recherche de réponses. Moi, j'ai envie de dire, mais moi, ce que j'aime, c'est les questions. Moi, je suis à la recherche de la meilleure question. Faut pas avoir peur de pas avoir réponse à tout, en fait. La paix n'était pas un abandon, pas une neutralité, mais une action. C'est ce que vous écrivez, effectivement. Alors, pour terminer, il y a cette métaphore de l'hirondelle qui traverse votre livre. On comprend plus tard, effectivement, je vais pas spoiler la suite, la tresse, en tout cas, celle qui unit toutes les histoires. Pourquoi ce symbole de l'hirondelle ? Eh bien, parce que c'est vraiment arrivé. Un jour, j'ai vraiment retrouvé des œufs dans le pot de fleurs de mes parents sur le balcon dans le 19e arrondissement. Et à titre personnel, c'était un moment où je vivais beaucoup de violence et j'espérais avoir un enfant et je suis tombée enceinte pas très longtemps après. Et c'est une image que j'ai gardée. Je me suis toujours dit que je l'utiliserais dans un livre et ça m'a semblé très approprié pour celui-ci. Eh bien, merci beaucoup. Merci Sarah Barouk pour cette interview ce matin. Je rappelle le titre de votre livre, De bleu, de blanc, de rouge et d'étoiles, un roman publié aux éditions HarperCollins, le 5e roman déjà de Sarah Barouk. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt.